bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Nous allons être ensemble pendant environ 30 à 45 minutes. Nous allons échanger ensemble avec des professionnels d'un secteur d'activité qu'on a choisi pour cette première émission de Village d'entrepreneurs. L'idée de ces émissions, c'est un petit peu de découvrir le parcours professionnel d'entrepreneurs qui ont réussi, de voir quels sont les conseils qu'ils peuvent vous donner, les astuces, mais aussi de découvrir simplement leur travail. Peut-être vous ne les connaissez pas encore. Vous allez découvrir, on apprend plus sur eux, aussi on apprend plus sur l'accompagnement de la SING au cas où vous en aurez besoin pour vous lancer. Donc, les entrepreneurs que vous allez découvrir ou redécouvrir aujourd'hui, c'est donc Olivier de Z-Image et Nandri de NRPQ qui vont se présenter dans quelques minutes. Ensemble, on va échanger sur plusieurs questions, notamment sur le secteur de la photographie, sur les questions de droit à l'image aussi, mais ils vont vous donner des conseils, vous présenter des projets clés sur lesquels ils ont travaillé, vous donner quelques astuces pour vous lancer dans ce domaine si ça vous intéresse aussi. Donc sans plus tarder, on va commencer par écouter la présentation d'André de NR Pictures qui peut un petit peu nous parler de son parcours et de pourquoi il a choisi le secteur de la photographie. Alors bonjour à tous, moi c'est Nandri et pour vous parler un peu de comment j'ai débuté en photographie, je dirais que ça remonte à quand j'étais au lycée, à l'époque où les gens prenaient beaucoup des photos avec des appareils numériques qui étaient encore juste numériques. Et j'empruntais souvent ces appareils à mes tantes, à mon père. J'essayais de m'amuser avec ces appareils du coup pour prendre des photos avec mes amis, avec les cousins. Et c'est de là qu'est née vraiment une passion pour la photographie. J'ai beaucoup apprécié ça et je me suis toujours dit que plus tard, je m'achèterais un appareil professionnel et d'essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire avec. C'est ainsi que vraiment plus tard, lors de mon premier job étudiant, je me suis acheté du coup l'appareil en question. Et c'est à partir de là que des personnes ont commencé à me proposer de prendre des photos dans les mariages, dans les anniversaires. Et à force de demande, je me suis dit pourquoi ne pas rendre ce service à d'autres personnes directement en entreprenant. Et c'est ainsi que ma structure est née. Et jusqu'aujourd'hui, je vais continuer à la faire développer. Ok, merci Nandri de la présentation de ton parcours. Ensuite, je vais demander au deuxième intervenant, vous le connaissez peut-être déjà aussi, donc c'est Olivier de Z-Image de se présenter lui aussi. Ok, donc moi c'est Olivier de Z-Image, photographe depuis quasiment 6 ans et demi. Donc pour moi la photographie, disons que je ne l'ai pas choisie, je le dis souvent, j'ai été choisi par la photographie il y a 6 ans, au détour du dessin et de la musique que je pratiquais. Donc j'avais besoin d'immortaliser certaines images et vidéos avec le groupe de musique dans lequel j'étais. Du coup, j'ai acheté un appareil photo que j'ai testé à la maison et dans diverses occasions. Et je prenais mes nièces en photo à la maison, mes sœurs, ma mère, et je postais ces photos sur les réseaux sociaux. Et elles ont plu certaines personnes, contre toute attente. Et j'ai commencé à être appelé pour couvrir justement des anniversaires, des baptêmes, et un peu plus tard des mariages. Donc c'est à force de répétition et de travail aussi, quand je voyais que le bouche à oreille commençait à se faire vraiment sentir et la notoriété grandissait, que je me suis dit qu'il fallait peut-être que je professionnalise la chose et que je m'y intéresse un peu plus sérieusement qu'à l'origine. Donc tout part de là. D'accord, donc je vais profiter à poser une question avant d'avancer un petit peu sur ce programme. Je voulais savoir, c'est donc, vous êtes formé au fur et à mesure, vous n'avez pas suivi d'école particulière de la photographie, c'est un petit peu en testant les différentes techniques, en regardant est-ce que tel réglage vous êtes formé, vous n'avez pas eu besoin d'aller à une école particulière, de suivre une formation encadrée pour vous lancer comme photographe en fait? Non, moi personnellement je suis autodidacte. D'accord. Je ne sais pas s'il en est de Nandri. Moi c'est pareil. Tout appris en autodidacte. Voilà, sur le tas et sur Internet, parce qu'en réalité, tout est disponible, toutes les techniques photo, du moins les plus essentielles, les basiques, sont disponibles. Après, maintenant, la pratique forge également le talent et le savoir-faire. D'accord. Ici, on reçoit beaucoup d'entrepreneurs qui très souvent disent non, je ne me suis pas lancé parce que je connais rien en programmation, je ne connais rien en rédaction de courrier, donc je ne connais pas du tout Photoshop, donc je ne peux pas me lancer dans ce secteur d'activité.
Et pour avoir déjà travaillé en agence de communication, j'avais un collègue aussi pareil, qui lui s'est lancé dans tout ce qui était édition de photos et montage vidéo tout seul. C'est-à-dire, il a été intéressé par ce secteur d'activité, il a pris un ordinateur, il a regardé des tutos sur Internet, c'est grâce aux différents tutos qu'il a vu comment travailler dessus. Donc c'est important, ce que je veux aussi faire ressortir pour les gens qui nous regardent, c'est important qu'ils aillent se renseigner pour trouver pour pratiquer. Et aussi, ce qu'il y a d'important, ce que dit l'expression, c'est qu'en forgeant, pas qu'on devient forgeant. C'est pas dire que non, un jour, quand je vais faire des études dans un domaine, je pourrais me lancer. Non, il faut se lancer et au fur et à mesure, on s'améliore, on apprend de nouvelles choses, c'est comme ça qu'on peut avancer. Exactement, parce que de toute façon, la connaissance, elle est disponible et il suffit juste d'aller la chercher en fait. D'accord. Okay. Donc, on va passer à on va dire aux deuxième séquence donc, de cette émission. On va un petit peu s'intéresser au secteur d'activité de la photographie au Gabon. On voit qu'on a maintenant beaucoup de photographes amateurs qui sont dans les rues, qui prennent des photos de gens contre des petites sommes. Ce que moi je voulais vous poser, c'est. Je vais commencer d'abord par toi, Olivier, ça te revient avec toi. Donc, Olivier, est-ce que le secteur de la photographie pour toi, est-ce qu'il y a de l'avenir au Gabon? Alors, oui. La photographie a beaucoup d'avenir parce que c'est très récent, du moins le côté professionnel de la photographie, c'est très récent au niveau du Gabon, donc on a encore tout à faire, tout à construire. Il y a tout un secteur à bâtir et donc forcément oui, il y a de la place pour de nouveaux photographes, il y a de la place pour la technique pour asseoir le domaine un peu à l'image de ce qui se fait à l'étranger, pour que le domaine de la photographie soit considéré comme un véritable métier pour ceux qui la pratiquent. Donc oui, il y a beaucoup d'avenir. Et si on peut en vivre, je pense que oui. Pourquoi? Parce que tout en fait, tout part de l'organisation. Quand on est organisé et quand on sait répartir ses charges, ses obligations, et voilà, on a la possibilité d'en vivre comme avec toute petite entreprise. Parce qu'on a des revenus, on a c'est vrai des charges, il s'agit de faire la balance entre tout ce qui est investissement et tout ce qui est dépenses et bénéfices pour pouvoir s'en sortir. Donc oui, c'est possible. Il y en a qui vivent déjà de ça, donc ce n'est pas extraordinaire. Après, l'idée, c'est non seulement d'en vivre, mais c'est aussi de pouvoir investir dessus. Parce que, comme je l'ai dit, on voit de plus en plus de photographes ambulants qui sont dans les rues, qui prennent des photos. Donc, il faut avoir une réelle plus-value maintenant entre eux qui prennent des photos de personnes à la sauvette qui se baladent et toi qui a beaucoup de matériel, donc qui a une plus grande expérience, donc qui a plus de compétences. Entre guillemets, il faut qu'une personne prenne un événement, se dise que non, je ne vais pas prendre un photographe qui est devant mon immeuble, j'ai besoin de Z-images, j'ai besoin de dernière picture, j'ai besoin de quelqu'un qui a une plus-value. Donc, l'idée, je pense que ce que tu veux faire, c'est on peut en vivre, mais il faut avoir quelque chose de plus que n'importe quel photographe, qu'une personne avec son téléphone. Bien sûr, après, de toutes les façons, il y a des strates en termes de qualité, donc tout dépendra aussi de ce que le client voudra. Je veux dire, vous saurez que pour faire un de vos mariages, vous n'irez pas prendre un photographe sans vouloir être péjoratif, un photographe qui opère au niveau de la plage, parce que voilà, c'est pas la même technique, c'est pas les mêmes références, c'est pas la même expérience aussi, et c'est pas le même traitement, pas le même rendu. Donc tout part en réalité de ce que le client veut, de ses besoins. Donc oui, donc, voilà. D'accord. Ensuite, l'autre question que j'aimerais vous poser, donc c'est à toi, Landry, c'est est-ce que tu as pu observer des réelles innovations dans le domaine de la photographie? Quelque chose qui a changé ta façon de travailler? Alors, dans la photographie, en général, c'est vraiment un domaine où les choses bougent très vite. Il y a toujours des nouvelles technologies qui sortent, des caméras plus performantes. Je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est d'avoir des caméras aujourd'hui qui sont capables d'être plus performants sur le terrain. Ce sont des innovations qu'on découvre, et aussi au niveau des logiciels de post-production. Ils sont de plus en plus performants chaque jour. Et ça aide vraiment le professionnel à faciliter son travail dans les retouches, dans tout ce qui est traitement d'image et des vidéos aussi. Donc voilà ce que je peux dire au niveau des innovations, on va dire, internationales en ce qui concerne la photographie. Vas-y. J'aimerais préciser quelque chose, parce que c'est vrai qu'il y a tous ces éléments-là qui aident le photographe, que ce soit le matériel et les logiciels de post-production, mais il ne faudrait pas en fait que
des personnes qui pratiquent la photographie ou qui veulent s'y essayer pensent que le matériel ou les logiciels font tout en fait. Parce que tout va d'abord du savoir-faire qui est intrinsèque, l'œil, et voilà, le reste, ce n'est qu'accessoire, on va dire, pour juste matérialiser la vision qu'un artiste peut avoir en lui. Tout à fait. Aussi, ça va être plutôt du côté de ce qu'a dit Nandré, c'est que les logiciels de retouche qui permettent entre guillemets de donner une certaine vision, de donner un effet à ces photos, sont beaucoup plus ludiques qu'avant. À l'époque, quand j'ai commencé avec Photoshop, c'était limite, il y avait plusieurs astuces qu'il fallait connaître pour faire des changements simples, ne serait-ce que dupliquer une image sur la photo. Maintenant, tu as des tutos qui t'apprennent à le faire. Quand tu ouvres Photoshop, surtout quand c'est des parties, tu as plusieurs autres logiciels que Photoshop qui sont sortis aussi, qui te permettent de faire beaucoup de retouches, beaucoup plus facilement, et de réellement donner une autre dimension à ta photo. Tu peux donner des effets, rajouter des choses, entre guillemets, des effets spéciaux. À l'époque, il y a 10 ans, tu pouvais toujours le faire, mais il fallait s'y connaître. Ouais. Maintenant, tu as des outils qui permettent de le faire beaucoup plus rapidement. Des gens même font toutes leurs retouches, leurs photos sur leur téléphone, alors qu'avant, il fallait un ordinateur qui est quand même relativement puissant pour faire tourner Photoshop, puis After Effects, pour faire des effets. Maintenant, avec des effets que tu le rajoutes et tout. C'est beaucoup plus intuitif Exactement. et intéressant en fait, à traiter. Là aussi, l'idée, c'est que quand on parle d'innovation, il y a aussi simplement les téléphones on a des écrans maintenant qui sont plus grands, donc des téléphones qui sont plus intelligents. Il y a 10-15 ans, la photographie, pour moi, la photographie a une importance un peu moindre parce que les seuls moments où on pouvait voir ces photos, c'était sur les ordinateurs. Parce que maintenant, tu peux voir ta photo sur ton téléphone, sur Facebook, donc il y a l'apparition des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et WhatsApp, que je considère aussi comme un réseau social. Donc du coup, si on a des plateformes où on peut partager les photos, donc on a envie d'avoir de belles photos à partager. Donc pour de belles photos, on fait appel à des professionnels. Donc plus les gens ont des téléphones de qualité, donc des téléphones Android ou Apple, plus ils veulent pouvoir partager les photos, les voir ou les montrer à leurs amis, donc plus ils font appel à des professionnels. Donc pour moi, c'est cette innovation de fait d'avoir besoin des contenus visuels de plus en plus, c'est ce qui a fait que le secteur de la photographie se développe au Gabon et aussi en général dans le monde, mais j'ai remarqué qu'en Afrique, on est très visuel. Au Gabon, on est très visuel. Beaucoup de gens vont faire appel à un photographe, pas forcément pour une grande occasion, un mariage et tout, juste parce qu'il veut de belles photos pour son profil, son CV, ou juste pour son profil Facebook. Donc il va appeler un photographe pour le prendre en photo, pour illustrer. Et il faut voir en réalité que c'est un besoin qui a été emmené par la nouvelle vague de photographes, parce qu'en réalité, on a réussi à extraire une certaine qualité qui se faisait aux États-Unis ou en Europe, au niveau de l'Afrique, donc particulièrement au niveau du Gabon. Et donc, c'est beaucoup plus accessible à ces personnes-là. Donc, c'est aussi ça qui m'a un peu motivé dans la photographie, de manière professionnelle. J'ai constaté, et c'est toujours pas de manière péjorative, qu'en réalité, l'être humain est assez narcissique. Il aime se voir beau, bien habillé, et sur une belle image. Donc, forcément, s'il a la possibilité à portée de main d'avoir une qualité visuelle qui le sublime, il s'en saisira. Donc forcément oui, il y a les réseaux sociaux, il y a aussi ce besoin personnel de se voir vraiment bien, vraiment beau. Voilà. D'accord. On va aborder du coup une autre section, c'est un petit peu ce que je voulais vous poser, c'est l'idée du droit à l'image. Donc j'imagine que chacun d'entre vous, vous avez une plateforme de partage de photos pour pouvoir montrer votre travail, mais aussi que les clients puissent voir, les photos que vous avez prises chez vous. Donc est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'un client refuse que vous postez sur les réseaux sociaux la photo que vous avez faite avec lui? C'est la question ouverte, c'est celui qui veut répondre et répondre en premier. Je vais répondre en premier. Oui. Alors c'est un cas qui arrive très souvent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas justement être affichées sur les réseaux. Ça peut être des personnalités publiques, des gens qui sont très haut placés. Et ça arrive très très souvent. En ce qui me concerne, beaucoup de clients refusent qu'on diffuse leurs images ou leurs vidéos pour X ou Y raison. Et nous, ça ne nous dérange pas trop, mais ça arrive très souvent. Après, je pense que ce qui est embêtant aussi, c'est qu'il faut mettre en balance le respect du droit à l'image de la personne qui n'a pas forcément envie de se montrer. Mais l'idée aussi que les photos que vous faites avec eux, c'est un petit peu votre carte de visite. Donc c'est difficile de dire aux gens que venez chez moi, je prends de belles photos, mais je ne peux pas vous montrer celles que j'ai déjà prises. Oui, alors c'était un peu le dilemme au départ, parce qu'effectivement, pour se vendre, il faut pouvoir montrer qu'est-ce qu'on sait faire.
Mais je pense qu'avec le temps, une fois qu'on a déjà quand même une base de données assez grande, on n'est plus trop à forcer le client à ce qu'on utilise leur image. C'est-à-dire que même s'il refuse, on pourra toujours utiliser d'autres images, d'autres clients pour vendre ce qu'on sait faire. Donc je pense que ça c'est un problème qu'on peut avoir surtout au début parce qu'on commence. Mais à force de le faire, c'est un problème qui est moins pesant, je veux dire comme ça. D'accord. L'autre question, c'est est-ce que vous-même, vous avez déjà rencontré, vous avez déjà eu des cas où vous avez vu, par exemple, dehors dans la rue pour une campagne à l'étranger, ça se fait moins ici au Gabon, mais parfois à l'étranger, que quelqu'un utilisait l'une de vos photos pour promouvoir quelque chose sans vous consulter? Alors, moi, oui, mais peut-être pas dans des publicités affichées sur des panneaux, mais sur des réseaux sociaux. D'accord. J'ai déjà vu des personnes, enfin des pages, utiliser certaines de mes photos pour leur publicité, donc s'attirer des clients sans demander l'autorisation voilà, Au modèle et à toi-même, quoi. Et au modèle en question pour cet usage-là. C'est un problème récurrent et qu'il faudrait, je pense, encadrer parce que, en réalité, ce qui me concerne, les photos, elles sont mises à disposition. Je veux dire, tant que c'est dans un but non lucratif, il n'y a pas de souci. Si c'est pour du partage, de toute façon, on n'a pas la possibilité de l'empêcher. Une fois qu'on met une photo sur les réseaux sociaux, elle est déjà partagée. Voilà, elle est partagée. Mais maintenant, il faut insérer le cadre du droit à l'image là-dedans. Cette photo, c'est vrai qu'elle est partagée, mais elle demeure ma propriété et l'image du modèle demeure la sienne. Donc, une fois que l'on rentre dans un cadre lucratif, à partir de ce moment, il faut entamer des négociations et ne pas se servir comme un voleur parce que c'est quasiment du vol, c'est de se faire de l'argent sur le dos d'autres personnes. À partir de ce moment-là, ça devient quand même dommageable et regrettable. Mais je n'ai jamais intenté d'action en justice contre qui que ce soit. Pour l'instant, je pense que ce qui est intéressant, parce que c'est aussi à bâtir ça, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser pour que les gens puissent comprendre l'impact et l'importance qu'il y a d'encadrer tout ce qui est relatif à l'image. Parce que les gens ne le savent pas. Ils se disent que c'est disponible, donc on peut se servir impunément, alors que non, en vérité. D'accord. Est-ce que tu sais s'il y a des associations de photographes qui se réunissent pour essayer de faire avancer, qu'il y ait un cadre juridique, réellement de protection du travail que vous mettez en place? Pour l'instant, c'est chaque personne qui pense ça, que non, j'ai fait mon travail, il m'est arrivé ça, comment je peux faire? Est-ce qu'il y a une association de photographes au Gabon dans laquelle vous faites partie, ou c'est quelque chose qui est en projet qui n'a pas été fait? Alors, une association, récemment, on m'a intégré dans un groupe WhatsApp dans lequel il y a tous les photographes professionnels du Gabon. Et l'association existe, je pense, du coup, dans ce groupe WhatsApp. Mais il me semble qu'on n'a pas encore pris vraiment de mesures dans ce sens pour faire valoir nos droits. L'association existe déjà. Alors l'association dont il parle, c'est 241 mm. D'accord. 241 pour le Gabon et puis millimètres pour faire le parallèle avec les objectifs en fait. Donc oui, elle existe et on a même un récépissé du ministère de l'Intérieur qui reconnaît l'association. Elle est en pleine construction, donc le bureau est en train de se faire. On en avait un de manière informelle, mais vu que les papiers sont plus ou moins sortis, on devrait maintenant cadrer tout ça. Et voilà, ces thèmes-là seront mis en réflexion pour qu'on puisse trouver une solution. Parce que les acteurs du secteur doivent être les premiers à défendre leurs droits. Ce n'est pas les clients ou les personnes qui se servent impunément qui auront l'initiative de ce genre de projet. Donc, ça fait partie des projets, des thèmes que l'on débattra en association lors de nos prochaines réunions. D'accord. Et une autre question aussi, c'est est-ce que vous avez déjà pensé à fonctionner avec des plateformes comme Getty Images ou iStock qui entre guillemets, les photographes importent des photos et c'est des agences publicitaires du Gabon, des agences publicitaires internationales même, qui prennent des abonnements pour utiliser le contenu qui est mis sur ces plateformes? Alors, ce qui me concerne, je n'ai pas encore été, on n'a pas encore eu ce genre de proposition. Ce que je fais, c'est que sur le plan local, il y a des acteurs qui ont réfléchi justement à créer leur propre plateforme avec des sujets afro, parce que ça manque
sur ce Oui, genre on a, d'ailleurs, la petite histoire, j'étais en agence de communication avant d'être à la SIG, et on avait, quand on partait sur Getty Images ou sur Stock Photo, on avait généralement un ou deux modèles noirs, Voilà. et du coup, vu que nos clients voulaient des modèles qui fassent plus le logo, donc du coup, on se retrouvait très, très souvent avec pour toutes les publicités. Donc, La on même a, image. on a quasiment la même personne qui se retrouve en même temps qu'une campagne pour Nescafé, pour Toyota Gabon, Electra, Voilà. Salim TV, parce on a entre guillemets qu'un ou deux Modèle, un ou deux modèles africains, voilà. Et donc on prend tous le même. C'est un problème assez, assez important qu'il faudrait solutionner. Donc, il y a des personnes qui réfléchissent déjà à justement pallier ce problème-là. Donc, sur le plan local, j'avais été contacté de manière individuelle, hein, rien de très formel, pour justement créer une banque d'images avec des modèles afro qui ressemblaient voilà, aux Africains et qui les mettaient en situation dans des environnements de travail, à la maison ou au téléphone, tout simplement ce genre d'images pour constituer une banque d'images qu'ils revendraient à d'autres sociétés comme Getty Images ou Shutterstock, etc. Et du coup, sur ton projet, j'imagine qu'il va avancer plus tard, ou c'est quelque chose pour l'instant qui est en pause ou tu n'as pas. Je pense qu'il est en cours. La banque d'images, à mon niveau, j'avais commencé. Enfin, j'ai fait des images qu'on m'avait commandées, D'accord. je les ai transmises et maintenant, bon, j'ai pas le suivi, mais je pense que vu que c'était un projet assez sérieux et qui tenait à cœur aux personnes qui en avaient la charge, ben, je pense que ça suit son cours et on attend. On espère. Et toi, dans un truc, tu as pensé à ça? Moi aussi, effectivement, je fais un peu aussi de l'infographie pour les entreprises, donc c'est un problème qu'on rencontre vraiment très souvent, où les entrepreneurs veulent absolument avoir des personnes qui font vraiment plus local. Et moi, j'y ai pensé depuis que j'ai monté mon propre studio. Du coup, je me suis dit que avec le studio et quelques modèles qui sont volontaires, c'est un problème que je pourrais peut-être résoudre en faisant venir des personnes et en prenant des photos dans les situations où ils sont en train de travailler, etc. On pourrait facilement incruster dans les publications. Donc c'est un problème que j'ai déjà vraiment pensé. Ce qui me reste à faire, c'est trouver des personnes qui vont être volontaires pour venir poser pour ça. Mais voilà, je pense que ça se fera d'ici là. C'est un projet en tout cas qui moi me tient vraiment à cœur. Et je pense que d'ici là, ça va se mettre vraiment en place. Donc, on espère. D'ailleurs, tu peux faire le lancement à la SIG, pourquoi pas. On pourra découvrir donc je pense que c'est important même pour moi parce que en même temps que je suis comité manager de la SIG, je fais aussi la plupart des créations visuelles et très souvent, on veut illustrer parfois des programmes qui n'ont pas encore eu lieu ou alors on n'a pas forcément le droit sur les photos avec des entrepreneurs gabonais et très souvent, on n'a pas des photos. Quand tu tapes entrepreneurs gabonais sur Freepik ou tu en as parfois un avec d'autres personnes étrangères, donc c'est compliqué de dire aux gens que regardez ces beaux entrepreneurs gabonais, toi tu as juste une personne qui est noire et parfois c'est la même personne que tu dupliques sur plusieurs compagnies. Donc c'est un projet, j'imagine que chacun de votre côté vous avez déjà pensé, donc il va peut-être naître dans quelques mois ou alors dans quelques années, mais c'est un projet auquel vous avez déjà réfléchi et que vous allez mettre en place. Donc, on va entrer maintenant un petit peu dans ce qu'on va appeler plus le corps de cette émission. Donc, l'idée, c'est que j'aimerais que simplement, est-ce que vous connaissez déjà professionnellement? Est-ce que tu as déjà vu son travail? Est-ce que tu as un avis dessus? Olivier, est-ce que tu connaissais déjà André avant cette rencontre? Alors, pour la petite histoire, je connaissais NR Culture sans l'avoir vu. D'accord. Mais en réalité, je le connais depuis très longtemps sur le plan personnel. Et je suis agréablement surpris de voir le visage derrière NR Picture, oui, dont je suis le travail. Effectivement, j'aime beaucoup son travail en studio, parce que j'ai vu les différents shoots qu'il fait, et il a pris beaucoup d'amis à moi en photo, et j'aime beaucoup son jeu de lumière, et aussi avec le jeu de couleurs. J'aime beaucoup les gels qui sont utilisés, c'est très esthétique. Et j'aime aussi son côté vidéo dans les événements, surtout le mariage. J'aime bien la sensibilité, il y a beaucoup de fraîcheur, c'est très intéressant et ça le diversifie en fait de beaucoup d'acteurs du domaine. Donc, on a beaucoup de filmer qui montent, voilà, et qui collent les vidéos. Sans émotion, c'est pas intéressant. Sinon, voilà, c'est totalement banal de faire ça. Mais on sent qu'il y a beaucoup de réflexion derrière sur l'émotion à donner, même sur le choix des musiques, etc. Donc
Donc c'est vraiment bien, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'imagine que Nandri, tu es vraiment content de tous ces compliments. Est-ce que toi-même, est-ce que tu as un avis sur. Enfin, j'imagine, comme tu as dit, que tu l'avais jamais vu aussi, mais tu connaissais déjà son travail. Alors, pour la petite histoire aussi, à la base, j'ai commencé en France et en venant ici au Gabon, il y a ma soeur qui m'a dit: ah, mais j'ai un ami qui est photographe au Gabon, on a fait des études ensemble. Et c'est là où j'ai commencé à me demander c'est qui. Elle m'a dit c'est Olivier de 2Z Images. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à regarder un peu ta page Facebook. Et j'ai vraiment été aussi surpris par la qualité du travail. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est les photos prises en studio. Je trouve que tu racontes vraiment une histoire quand tu prends les photos. Il y a toute une histoire, tout un make-up, une décoration derrière qui vont toujours dans le thème. Et je trouve ça vraiment très inspiré, très réfléchi. On voit aussi dans la qualité de l'image, elle est vraiment elle est propre. Elle est très propre. J'aime beaucoup ce travail-là. Et dans plusieurs top 5 des photographes, il apparaît toujours. Donc on le voit vraiment très souvent. Je pense que sa qualité d'image n'est plus à questionner. Et voilà, c'est comme ça que je le connais un peu. Je le suis beaucoup sur les réseaux aussi. Moi, j'estime que c'est un grand frère. Donc moi, je suis encore le petit frère, j'apprends beaucoup. Et je pense que c'est un niveau que j'aimerais vraiment atteindre plus tard. Comme c'est un domaine où on apprend toujours, chaque jour on apprend. Moi, j'apprends beaucoup de ce que tu fais. Et voilà, c'est comme ça que je le suis vraiment. C'est l'un des photographes que je suis vraiment ici sur place. Et voilà, c'est un plaisir d'être sur plateau avec toi. Un plaisir partagé. Aussi, ce que je voulais poser la question, parce que avant d'organiser ce live, donc je regardais le travail que vous faites l'un l'autre. Donc j'ai vu qu'on a parfois on va dire des styles de photographie différents, que ce soit dans les portraits, dans les différentes photos que vous faites. Toi d'abord, André, j'ai vu que récemment tu as fait quelques photos, tu fais beaucoup de photos de mariage, donc tu essaies vraiment de mettre en valeur le sujet. Quelle est la part pour toi de photographier, la part d'édition? C'est simplement tu as pris ta photo, on va dire en termes de pourcentage. Est-ce que pour toi c'est la photo qui fait 80% du travail ou c'est l'édition que tu fais déjà qui fait plus de pourcentage? Alors c'est la photo qui fait le plus de pourcentage parce que dans la photo, il faut déjà arriver à immortaliser le sujet dans une bonne émotion, c'est-à-dire qu'elle sourit, qu'elle est agréable, qu'elle est bien posée, bien assurer que le décor soit aussi bien propre, c'est-à-dire le premier plan, l'arrière-plan. Et c'est vraiment que là tout se joue parce qu'en fait, quand on prend une photo, il faudrait qu'on réussisse à raconter une histoire et à transmettre les émotions. C'est ce que j'essaie le plus souvent de faire. Et surtout dans les mariages parce que c'est des moments de joie, de bonheur. Donc tout se passe, on va dire, comme tu as dit, 80% à la prise. Et après le post-prod, ça donne juste, on va dire, gommer un peu les quelques imperfections qu'on peut trouver. Peut-être que voilà, il y a eu une petite tache ou quelque chose, un petit bouton, qu'on va juste essayer de maquiller un peu pour que la photo soit parfaite. Mais sinon, tout le travail, il se passe lors de la prise. D'accord. Olivier, moi je le préviens. Olivier, j'ai vu que récemment tu as travaillé avec des modèles. J'ai oublié le nom de l'agence de modèles, c'est Sierra Agency. Très souvent, on remarque que entre guillemets, quand les photographes prennent en photo surtout les modèles, c'est un petit peu, sans sembler être péjoratif, ça a cet aspect un peu vulgaire des fois. Par contre, à contraire de tes photos, tu mets réellement en avant la beauté de la femme sans la mettre en objet sexuel. Est-ce que tu as vraiment, est-ce que dans ton style d'image, tu as voulu te décaler de ça ou c'est quelque chose que tu as remarqué plus tard en fait? Non, disons que c'est quelque chose de plus ou moins inné. J'ai peut-être d'autres critères, moi, pour valoriser la femme. Après, tout dépend aussi de la vision qu'on a. Je veux dire, il y a des moyens de mettre en valeur les atouts d'une femme sans pour autant que ça ne soit vulgaire. Moi, en général, c'est vraiment une leitmotiv. Je m'arrange toujours à faire en sorte que les photos ne basculent pas dans la vulgarité, mais puissent être regardables à partir de la part de toute forme de danse, que ce soit des enfants ou des adultes, sans que ça ne soit choquant ou quoi que ce soit. Déjà, voir quelqu'un en maillot, je veux dire, c'est plus ou moins normal. On part à la piscine et voilà, des adultes et des enfants en maillot, il n'y a rien de choquant. Maintenant, rajouter quelques accessoires comme de l'huile pour faire briller le corps, peut-être que là, ça peut rajouter un côté sexy, mais on ne bascule pas dans la vulgarité. Et il y a aussi des positions qu'il faut prendre pour diriger le modèle qui peuvent cadrer tout ça. Maintenant, c'est un certain type de photo. Je veux dire,
Là, on parle de photos plus ou moins des photos de charme. C'est pas trop mon style. Je sais le faire, mais c'est pas trop mon style. Et c'est peut-être pour ça que je m'en distingue. J'ai d'autres façons, moi, de mettre en valeur la femme. D'accord. J'imagine que vous avez déjà travaillé l'un l'autre avec des influenceurs pour alimenter leur plateforme. Ils ont besoin de faire des photos régulièrement, que ce soit toi aussi, Landry, Olivier. Question de ce que vous avez remarqué, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de plus en plus de ce que vous avez cité, on va dire comme ça, par de plus en plus d'influenceurs, ou alors c'est quelque chose qui tout à coup ils sont tous arrivés, ou alors c'est quelque chose qui a commencé depuis. Je veux dire, est-ce que vous avez remarqué que les sollicitations ont augmenté avec le nombre d'influenceurs qui ont augmenté également? J'ai travaillé avec quelques influenceurs qui ont sollicité mes services, mais bon, je veux dire, ils sont venus comme des clients totalement lambda, et je ne remarque pas une véritable demande. Ouais, c'est vrai que, enfin peut-être qu'ils sollicitent d'autres photographes, mais à mon niveau, je crois que j'en ai travaillé avec 3 ou 4. Ben, c'est pour alimenter parfois leur plateforme de manière ponctuelle. Et les influenceurs travaillent beaucoup avec leur téléphone. Et en général, c'est une image qui leur suffit et qui est plus ou moins spécifique à leur type de communication. Ils sont beaucoup plus identifiables comme ça avec les photos que vous faites avec leur téléphone. Maintenant, lorsqu'ils ont des besoins spécifiques, là, ils viennent, s'ils doivent par exemple apparaître sur des campagnes de pub de la part d'une maison de la place, RTL, je le cite, RTL, Gabon Télécom par exemple, et là il faut une qualité beaucoup plus importante au niveau de la photo, ben là ils font des sollicitations de leur propre chef ou sous l'impulsion des maisons qui les commandent. Qui leur demandent de se rapprocher d'un photographe professionnel si ce ne sont pas eux-mêmes qui font la campagne auprès de nous. D'accord. Landry, même question, est-ce que tu as été sollicité par de plus en plus d'influenceurs? Alors, je dirais oui. Moi, je dirais oui. Depuis que j'ai monté mon studio récemment, il y a beaucoup plus, enfin, c'est une agence qui gère plusieurs influenceurs également qui sont venus me voir. Et du coup, j'ai eu à prendre plusieurs de leurs influenceurs en même temps, plusieurs fois. Et c'est de là que, en postant aussi les images prises, d'autres sont venus me voir. En disant, on a déjà travaillé avec X, Y. Du coup, ils sont venus, ils ont aimé la qualité. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Donc c'est vraiment depuis que j'ai lancé mon studio que ce type de clients est venu me voir plus souvent. D'accord, tu parles en ce moment, je vais profiter de te poser ma prochaine question. C'est ce que tu pourrais nous présenter le projet qui a été pour toi le plus important sur lequel tu as travaillé? Alors, un projet, je vous parlerai plus en termes peut-être d'une image, une image que j'ai bien aimé faire et qui m'a on va dire, plu. Parce que c'est vrai qu'en tant que perfectionniste, c'est difficile souvent d'apprécier un travail, mais c'est important. Moi, j'aime beaucoup prendre des photos un petit peu centres, c'est-à-dire des photos un petit peu centres. Et l'une des photos qui sera peut-être affichée, que j'ai beaucoup aimé, c'est des photos où je fais juste apparaître des silhouettes, c'est-à-dire dans le studio, presque pas de lumière du tout, juste des lumières sous les côtés pour faire apparaître les silhouettes de la personne. Et c'est un petit côté artistique que j'aime bien, sur lequel j'affectionne. Voilà. Donc de mémoire, on en avait pris une, d'ailleurs c'est peut-être celle qui est affichée en ce moment, on en a pris une ensemble. Effectivement, c'est un style de photo aussi, c'est pas mal artistique. Est-ce que tu avais déjà vu ce type de contenu, Olivier? Oui, ce type de photos, c'est des photos qui ressemblent à des noms de finance. J'aime beaucoup aussi ce style d'effet naturel. Rien n'est fait en post-production, la grosse partie du travail est faite en studio. Donc on revient donc au pourcentage de post-production et de photos. Voilà. Pareil pour toi, Olivier, est-ce que tu pourrais nous présenter, nous parler du projet le plus important sur lequel tu as travaillé? Alors oui, j'ai un projet qui me tient à cœur, sur lequel je travaille depuis maintenant près de 2 ans et demi. Il tarde à voir le jour parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, justement le droit à l'image, définir le cadre de l'exposition. En fait, c'est un travail qui est fait sur la femme, qui est en réalité le centre de ma sensibilité photographique. Mais la femme, à quel niveau? Je voulais sortir du cadre classique des critères de beauté. C'est-à-dire, quand on parle de femme, automatiquement, on voit les seins, on voit, je vais parler, les fesses. Pour moi,
ce n'est pas le plus important. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai identifié plusieurs types de femmes, de tout âge, Mhm. et j'ai fait un cadrage sur les visages au niveau du sourire. D'accord. Donc, j'ai demandé à plusieurs femmes, je crois une vingtaine de femmes, de sourire, pour montrer en réalité que la beauté réside là, dans le sourire. Et donc, je prévois de faire une exposition sur plusieurs sourires, une mosaïque de sourires, pour justement montrer ce qui compte vraiment, en fait, et dans le sourire. D'accord, c'est pas grave. Je crois que j'avais vu un projet similaire, mais ça c'était à l'étranger. En tout cas, j'espère que nous invitera au vernissage pour qu'on puisse J'espère qu'il verra le admirer. jour, parce que je pense que les modèles qui ont été sélectionnés depuis pratiquement 2 ans doivent être un peu courroucés du fait que le projet n'est pas encore vu Non, c'est le jour. Ils doivent comprendre en réalité que ce genre de choses, déjà c'est intemporel, et ça nécessite beaucoup de préparation pour Énormément. justement que ça soit pas biaisé quoi, au niveau du rendu. Donc, voilà, on veut bien faire les choses, donc on prend le temps nécessaire pour ça. Énormément de travail, mais aussi j'imagine que c'est assez compliqué de faire des événements, l'expression qu'un événement maintenant, quand on a la fin de Corona qui a limité. Ouais, Ça, j'en ai pas parlé. Je vais peut-être vous poser la question que deux. J'imagine que le Corona, donc la pandémie du coronavirus a donc impacté le secteur de l'événementiel, et vu qu'une grosse partie de vos revenus sont tirent de ces événements, parce que c'est compliqué de prendre des photos de mariage ou des photos d'événements d'entreprise, d'anniversaire, quand ces événements sont annulés. Donc, est-ce que vous avez senti clairement enfin, vous avez dû le sentir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la crise que vous avez traversée, si vous en avez traversé? Ah oui, clairement, parce que pour l'événementiel, en tout cas ce qui concerne le mariage, la zone, enfin la période vraiment haute, qu'on qualifie de haute saison, c'est celle de juillet, août, septembre. Et là, on était en plein dans le confinement, ce qui fait que ces événements qui étaient prévus déjà depuis pratiquement 1 an ont été annulés ou reportés, donc baissant considérablement les revenus qu'on aurait pu se faire durant cette période. Après, disons que c'est pas que c'est pas le plus important, parce que enfin, personnellement, je continue à faire des photos chez moi ou en studio, voilà, avec des nombres restreints en respectant les mesures barrières. Mais c'est clair que lorsqu'on a des projets d'investissement et que notre part de revenus est considérablement basse, ben ça ralentit un peu tout. Mais bon, il faut trouver. C'était l'occasion aussi de trouver d'autres moyens de s'en sortir, de réfléchir à d'autres facettes pour pouvoir combler justement ce manque-là. Je pense que cette partie aussi, cet aspect de la pandémie a participé à faire tourner aussi la matière grise pour s'en sortir. D'accord. Dans la même question, j'imagine que tu as rencontré un problème aussi. Un problème, effectivement, pour les mariages, c'est exactement pareil, c'est-à-dire la période haute, on a dû reporter presque tous nos mariages et beaucoup perdu du coup à ce niveau-là. Mais comme il a dit, c'était l'occasion pour nous de trouver notre moyen de se faire quand même revenu, malgré le manque d'événementiel. Et donc pour nous, la solution qu'on a trouvée, c'était le studio. On a monté le studio pour lutter justement contre la pandémie, c'est-à-dire qu'on n'avait plus à sortir, mais on avait juste à appeler de la clientèle et venir dans le studio, tout en respectant les mesures barrières et toujours continuer à se faire quand même le revenu malgré la possibilité d'aller plus loin. C'est comme ça que nous, on a pu plus ou moins résister. Et voilà, tout ce qu'on espère maintenant, c'est que les choses s'arrangent pour l'année qui arrive. Donc, il faut savoir qu'à la SING aussi, on a eu ce problème, parce que une partie des revenus de la SING, c'est tout ce qui est événementiel, qu'on propose des locations. L'espace dans lequel on est en ce moment, il est disponible en location. On propose aussi des formations, donc c'est compliqué de réaliser des masterclass comme tu en as donné il y a quelques temps, Olivier. C'est compliqué de donner des masterclass quand les gens ne peuvent pas se déplacer et venir. Donc nous, ce qu'on a pivoté à ce moment-là, on a organisé des e-masterclass. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent sur le site internet de la SING, ils reçoivent un lien et peuvent suivre la masterclass sans bouger de chez eux, sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Ils peuvent toujours se former, et on organisait après des sessions de questions-réponses. Donc après, tu pouvais échanger avec le formateur. Bonjour, j'ai pas compris telle notion. Et aussi faire des petits exercices. Donc voilà, on t'a donné des exercices durant la formation que tu vas présenter au formateur dans la session de questions-réponses. On a aussi vu de plus en plus d'entreprises qui sont venues vers nous parce qu'ils avaient des besoins aussi
organiser des lives comme on en fait régulièrement. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire des webinaires et donc un webinaire, donc on est dans un grand hôtel, on a plusieurs personnes qui sont là, on a un panel qui est présent sur un présentoir. Mais là, patatras, avec les hôtels qui sont fermés à cause du Covid, donc ils sont retrouvés bloqués. Donc on a été contacté par la Gatour, par d'autres institutions qui organisent des webinaires dans nos locaux avec notre matériel, donc qui ont continué à, entre guillemets, à fonctionner malgré le confinement. Donc on s'est tous, entre guillemets, comme a dit notre DG, dans toute situation, il y a des bonnes et il y a des opportunités et des menaces. Donc la menace, c'était qu'on ne peut plus faire de location débloquée. Et l'opportunité qu'on a essayé de mettre, j'imagine vous aussi, c'est de voir comment on peut pas tirer profit, mais comment on peut essayer de rebondir sur ces difficultés pour continuer à fonctionner et même proposer un service que les gens voudront plus tard. Comme a dit Landry avec le studio photo, maintenant, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent venir en studio, d'autres faire des photos dans un cadre précis. Parce qu'ils disent que non, dans le studio, on vient se permettre d'essayer plusieurs tenues, de faire des poses qu'on ne peut pas forcément faire dans la rue et tout. Donc j'imagine que maintenant, c'est des innovations que vous avez chacun intégrées dans votre manière de fonctionner qui vont rester maintenant après ça. Donc on va passer à l'autre question que je voulais vous poser. Qui va répondre? Vas-y. Donc juste une petite dernière question que je voulais te poser à toi, Landry. On voit que les appareils photo des téléphones portables sont de plus en plus performants. Certains nombres, en tant que profane, quand j'entends l'appareil photo qui a tant de millions de pixels, j'entends que ça se rapproche beaucoup des appareils photo qu'on peut retrouver maintenant, les appareils photo physiques. Est-ce que pour toi, l'appareil photo d'un smartphone peut réellement remplacer celui d'un professionnel comme toi? Alors, je répondrai très vite. Je dirais que la réponse est non. Pourquoi? Parce que, exemple, juste si on parle de la taille du capteur, la taille du capteur du téléphone est vraiment beaucoup plus petit par rapport au capteur de l'appareil photo professionnel. Ce qui fait que, en termes de la qualité d'image, si on va zoomer plusieurs fois sur une photo prise avec un téléphone et sur une photo prise avec un appareil photo professionnel, on verra tout de suite les limites du téléphone. Donc, si les téléphones n'agrandissent pas leur capteur à la même taille que les boîtiers numériques, que je pense qu'il sera impossible, on ne pourrait jamais avoir la même qualité. Donc, même si ils ont plus de mégapixels, etc., mais la qualité finale sera toujours meilleure sur un plus grand capteur parce qu'il est plus sensible à la lumière. Il sera beaucoup plus beau toujours à voir. D'accord, mais je pense que de toute façon, au niveau des smartphones, ils ont un objectif différent. Eux, c'est d'avoir quelque chose de plus en plus petit. Parce que si on avait un capteur aussi grand, on aurait le téléphone qui serait énorme. Et après, on a eu une époque, je crois qu'il y avait j'ai vu quelques designs de ça, où ils prévoyaient réellement d'avoir des téléphones qui soient hybrides avec un appareil photo. Ça n'a pas marché, fort heureusement. Donc on a par contre des appareils photo qui font de très très belles photos, mais pour toi, ça reste des photos de smartphone. Réellement, le plus, quand on veut une photo, c'est d'avoir un boîtier. Voilà, c'est vraiment d'avoir un boîtier, même juste par rapport à l'objectif qu'on peut changer, c'est-à-dire un objectif spécial vraiment pour les portraits. C'est vraiment un plus que sur un smartphone, on ne peut pas vraiment avoir. D'accord. Okay, merci d'avoir donc complété ton intervention. Est-ce que vous avez une technique particulière dans la photographie que vous aimeriez c'est-à-dire, quelles sont vos techniques, sans révéler vos secrets bien sûr, quelles sont les techniques qui vous aident, vous, à mieux travailler dans le domaine de la photographie? Alors, en réalité, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une technique particulière parce que vous savez, la photographie, c'est comme l'écriture. C'est-à-dire, on a tous des stylos, mais on n'écrit pas de la même façon. On a tous les mêmes outils, mais voilà. Tout part déjà de ce que je disais, la capacité intrinsèque de chaque artiste en fonction de son œil et de sa sensibilité, qui se révèle en réalité par la pratique. Mais il y a des prérequis et il y a des indispensables pour pouvoir pratiquer la photographie. Déjà la préparation. Ça c'est indispensable, que ce soit pour des shootings ou pour des mariages. Il faut préparer sa séance photo, savoir ce qu'on va utiliser comme lumière, savoir quel objectif aussi on va utiliser, savoir quel angle. Ça c'est pour les shootings. Et pour les mariages, il faudrait avoir
des séances préparatoires avec le couple pour savoir exactement ce qu'il veut, prendre connaissance des lieux, savoir aussi quelle sera la météo pour voilà, prévoir s'il pleut, où se mettre, s'il y a beaucoup de soleil, comment gérer la luminosité. Ça, c'est des indispensables qu'il faut avoir maintenant. Il y a aussi sur le plan du hardware, donc maîtriser les appareils. Et ça encore, comme je le disais, c'est disponible, le savoir il est disponible et la pratique vient renforcer cela. C'est vraiment maîtriser son appareil, savoir c'est quoi l'exposition, la vitesse d'obturation, l'ouverture, pour savoir quel genre d'effet on veut donner à ces photos, quel type d'émotion on veut faire passer. Tout ça, c'est des éléments qui sont importants pour pratiquer la photographie. Donc, c'est ce que je veux dire. Même question pour toi, Landry. Alors, je répondrai un peu comme Olivier. Effectivement, la photographie, on va dire, les appareils photo sont juste des outils qui nous permettent d'exprimer notre art. Parce que la photographie, en fait, c'est un art. On est tous, on a une sensibilité différente chacun vis-à-vis de ce qu'on prend et de ce qu'on fait. Je dirais que ce qu'il faudrait surtout avoir, c'est une personnalité. Je dirais ça comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on va prendre une photo, comme je disais, il faudrait qu'on arrive à raconter une histoire. Je pense que c'est une technique que je pourrais conseiller à tout photographe, c'est de pouvoir vraiment raconter une histoire que comprend. Et après, effectivement, il faut maîtriser quand même des bases, parce qu'il y a des bases en ce qui concerne déjà le boîtier, maîtriser comment on configure, et aussi dans ce qu'on appelle les compositions. Parce qu'il y a des bases dans comment on a composé une photo, où est-ce qu'on va placer les sujets. Il y a certaines règles que souvent on peut ne pas appliquer, mais au moins les connaître, déjà c'est un bon prérequis. Et à partir de là, avoir des matériels nécessaires, des lumières, etc., flash, et aussi des logiciels qui vont être utilisés en post-production. Tout ça va faire en sorte de sortir quelque chose de beau. Oui, donc c'est important au niveau de l'outil. On enchaîne directement sur la question que je voulais vous poser, c'est quel est le bon outil pour être un photographe? Donc est-ce qu'il y a une espèce si quelqu'un voulait se lancer en tant que photographe, quel est l'outil, l'appareil photo, le modèle que vous conseillez? Je vais commencer par toi, André, puisque tu parlais. Alors, pareil, je dirais que ça dépend de la personne. Il n'y a pas vraiment. Moi, je ne peux pas conseiller une marque ou un appareil en particulier. Il y a des appareils qui sont plus centrés sur la photo, d'autres sur la vidéo. Donc, tout dépend de ce que tu as besoin de faire. D'accord. Si c'est plus dans la photo. Et tout ce qu'il faut, c'est déjà d'avoir un bon boîtier qui va pouvoir prendre des photos et ne pas négliger l'objectif. Parce que c'est ce qui va vraiment apporter le plus sur la photo, c'est-à-dire par rapport à si tu es plus portrait, si tu es plus photo d'art, etc. Donc tout dépend de ton besoin. Il y a des objectifs qui sont définis pour chaque utilisation et des objectifs qui sont, on va dire, qui sont grands ouverts pour les portraits. Et si tu veux faire de la photographie de rue, juste des bâtiments, tu vas prendre des objectifs avec un grand angle par exemple. Donc tout dépend de ce que tu veux faire. Moi, ce que je dirais, pour ceux qui veulent un peu faire dans le mariage, comme c'est ce que moi je fais beaucoup, je conseillerais d'avoir un appareil qui est capable de faire photo et vidéo. Alors moi, j'ai connu pas mal de boîtiers, j'ai connu Canon, Nikon et Sony. Moi, je conseillerais plus Sony, voilà, parce que c'est quelque chose qui m'a touché personnellement. En fait, je trouve qu'ils sont beaucoup plus, performants sur certains points, comme l'autofocus. Et dans les moments où il faut être rapide, voilà, dans les moments de rush, comme on dit, il faut avoir un boîtier qui est capable d'avoir un bon autofocus. En fait. Donc, je dirais plus sur Sony pour s'il faut recommander à quelqu'un. Et un autre équipement que je trouve que c'est un absolu, c'est les lumières. Avoir de très bonnes lumières, que ce soit en photo ou en vidéo. Je trouve qu'une bonne gestion de lumière, ça apporte vraiment un côté plus professionnel à la photo et à la vidéo aussi. Donc avoir soit des flashs, soit des LED, etc., ça vient vraiment apporter une petite maîtrise supplémentaire à la photo et à la vidéo aussi. Donc ce sont les outils que je conseillerais à ceux qui veulent débuter ou
ceux qui sont déjà dans le métier, qui veulent voilà, se rendre un peu plus professionnel. Même question pour toi, Olivier. Je reviens rebondir ce qu'il disait quand il parlait de lumière, parce que il faut savoir que photographie, ça veut dire, enfin c'est un terme qu'on a francisé mais qui vient du latin, je crois que c'est photos, graphos ou graphia, je ne sais plus, mais qui veut dire écriture de la lumière. Donc en réalité, on n'a pas de belles photos sans lumière, que ça soit une lumière naturelle ou artificielle, donc par des flashs ou une lumière continue, la lumière du soleil, ou voilà. Donc ce qu'il faudrait faire déjà au départ, c'est de savoir ce que l'on veut faire comme type de photo. Si on a la possibilité, bon, moi, dans mon exemple, de mon expérience, je ne savais pas exactement, j'avais un appareil qui est un APS-C, donc qui est petit capteur, qui n'est pas très sensible à la lumière. Du coup, dans mon parcours, j'ai été confronté à des problèmes de luminosité lorsque je faisais des événements en soirée. Du coup, je me suis forgé et j'ai pratiqué à fond et utilisé un appareil APS-C à fond en basse luminosité pour pouvoir gérer des situations de lumière compliquées. Donc à partir de là, j'ai senti quelles étaient les limites de cet appareil pour passer à un appareil un peu plus performant. Donc ce que je dirais, c'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer, c'est de commencer avec un appareil qui peut lui causer des difficultés, personnellement, pour qu'il puisse comprendre le fonctionnement de la lumière, les ISO, enfin le triangle d'exposition qu'on appelle, qui est composé de la vitesse, des ISO et de l'ouverture, pour qu'il puisse ensuite basculer vers quelque chose de beaucoup plus performant où il sera un peu plus à l'aise. Donc moi personnellement j'ai commencé avec un Canon 700D qui est un appareil vraiment de base, mais c'est grâce à cet appareil par exemple qu'aujourd'hui j'ai tout mon matériel. C'est quelque chose qui peut être, comment dire, pas mal perçu, mais que certains auraient du mal à croire. Mais pourtant, c'est grâce à ça que j'ai été remarqué par certains photographes de la place qui étaient déjà dans le milieu depuis. Je ne me suis pas focalisé d'abord sur la puissance de l'appareil, mais vraiment sur la technique. Donc, mais je rejoins ce qu'il dit en termes comment dire, de performance au niveau des autofocus, en tout cas pour ce qui est de la photo comme de la vidéo. Sony est très intéressant. Sony est très intéressant en ce qui concerne la vidéo. Par exemple, on a l'A7S2 qui est pas mal. Il y en a un qui vient de sortir, l'A7S3 aussi. Photo et vidéo, on a l'A7III qui est intéressant. Mais moi, pour l'instant, je suis à Canon pour ce qui est de la photo, et en vidéo, je suis à Sony. Donc, parce que je fais aussi de la vidéo. Donc, à Canon, j'ai un 5D Mark III, par exemple. Je suis passé à un 5D Mark III, et je viens d'un Canon 700D, qui est vraiment un petit appareil amateur. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi les objectifs. Alors, si quelqu'un veut commencer en photo, il pourrait prendre un appareil APS-C avec un 50 mm 1.8 et commencer à faire des photos de rue, par exemple. Avec ça, la pratique finira par rentrer. D'accord. L'autre question que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous pourriez, enfin, André, on en a peut-être peu évoqué, c'était de nous présenter une technique de photographie. Enfin, André, tu m'as parlé de la technique où tu mettais en valeur, si tu aimes bien, se mettre en valeur des silhouettes par un jeu de lumière. Est-ce que tu as une autre que tu pourrais présenter aux gens, technique que tu as bien utilisée? Une autre technique, alors, comme je le disais, c'est surtout par rapport à comment utiliser ces lumières. Moi, en général, je n'aime pas utiliser une lumière qui vient de la caméra, en fait. C'est-à-dire, j'aime bien les placer dans des endroits un peu, on va dire, un peu à gauche, à droite du sujet, ou même derrière. Vraiment exploiter toutes les zones et plusieurs lumières pour vraiment faire ressortir le sujet. Parce que en photographie, il faut savoir jouer avec la profondeur. Et c'est ce qui fait ressortir le plus le sujet. Si le sujet est, exemple, trop collé au mur, la photo va être plate. Donc, exemple, une des techniques à faire, c'est de toujours vraiment dissocier le sujet du fond. Et soit on le fait avancer, ou bien avec la lumière, on peut jouer pour que la photo soit un peu plus, on va dire, profonde. D'accord. C'est des techniques à utiliser, savoir bien placer son sujet par rapport à son fond, utiliser des bonnes lumières pour faire vraiment ressortir ce qu'on veut faire en fait. Même question pour toi, Olivier, c'est une technique particulière
De mémoire, il y a quelques temps, tu étais venu quand j'avais fait ta formation, donc initiation, de mémoire, c'est la photographie à la CIG. On avait pris une photo, je m'avais parlé de l'intérêt de ce que tu viens de dire, l'intérêt d'éclairer l'arrière-plan de son sujet lors du portrait que tu avais pris un peu avant la formation. Oui, parce que ça crée de la dimension en fait dans l'image. C'est ce qu'il disait, si on rapproche trop le sujet d'un fond, l'image va être plate. Alors donc, là, ce qui est intéressant, ce serait de l'éloigner un peu du fond et de créer une dimension avec une lumière en arrière-plan pour pouvoir le détacher complètement de l'arrière-plan. Ça, c'est pour une technique studio. Mais une des techniques que j'aime beaucoup utiliser, qui effraie beaucoup de photographes, et pourtant c'est quelque chose de très très intéressant, de très esthétique, lorsqu'on maîtrise la chose, c'est les photos à contre-jour. D'accord. Alors en général, quand je prends des photos à des mariés, et qu'ils sont devant une fenêtre et moi juste en face, bon, je pense qu'ils ont l'habitude avec leur téléphone de subir ce genre de déconvenus. Ils me disent mais là on est à contre-jour. Je leur dis mais ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Ou alors quand je suis en shoot et que le soleil est quand même assez fort et que je place le sujet dos au soleil et que moi je suis donc face au soleil, le sujet me fait mais attention il y a le soleil qui vient, et la même chose je rassure. En réalité, il y a des techniques pour pouvoir gérer le contre-jour. Parce que le résultat, comme je le disais, peut être esthétique. En général, à 95%, il est esthétique. Il faut savoir le gérer avec les appareils et aussi placer le sujet. Donc, comment faire une photo à contre-jour? Il faut déjà avoir un mode de mesure sur son appareil. Il y a deux types de mesures sur l'appareil, enfin il y en a 4, mais ce qui sont les modes de mesure qui sont intéressants pour le contre-jour, c'est le mode de mesure spot, ou le mode de mesure matriciel, le gérer sur l'appareil et savoir placer le sujet pour que, en réalité, la lumière forte qui vient derrière puisse créer un effet adouci sur le visage. Parce qu'en réalité, quand la lumière vient de dos, ben, elle n'est pas forte sur le visage du sujet. C'est l'arrière-plan qui est surexposé, mais au niveau de l'avant-plan, la lumière est adoucie. C'est comme une sorte de softbox géant qui vient se mettre devant le sujet. Alors, il faut savoir qu'il faudrait aussi ne pas faire trop rentrer les rayons du soleil dans l'objectif, sinon ça peut abîmer la rétine, donc savoir le positionner au niveau du bon cadrage. Et avec la mesure matricielle, l'appareil fait une moyenne de toute la luminosité qu'il y a et qu'on peut compenser. Donc on peut mettre un peu moins de lumière, un peu plus de lumière pour sortir une photo correcte en contre-jour. Et avec les logiciels de retraitement, on a la possibilité d'accentuer, donc d'influencer encore la lumière, l'augmenter ou l'abaisser, adoucir un peu plus le sujet. Donc voilà, on viendra, c'est ça. Donc il ne faut pas fuir le contre-jour, c'est très esthétique. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour. Le mot de la fin, c'est j'aimerais que chacun d'entre vous donne son conseil. Un jeune amateur, je vous l'avais déjà fait au cours de l'émission, mais avant le conseil pour vous, quel est le plus important qu'il doit retenir si on a un jeune qui nous regarde en ce moment et qui veut se lancer dans la photographie, quel est le conseil que tu pourrais donner? Je vais commencer par donner. Quel conseil tu donnerais? Alors moi je lui dirais de rêver grand et de vraiment croire en fait que c'est possible. Comme Olivier, moi aussi j'ai commencé avec un Canon 700D. J'ai vraiment commencé avec ça et juste avec ce petit boîtier, j'ai pu faire des événements qui m'ont permis d'investir beaucoup plus pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Donc je dirais qu'avec si on y croit, en fait, il n'y a pas de raison que ça ne peut pas arriver. Donc moi je dirais surtout de croire et de vraiment penser d'investir à chaque fois. Moi généralement sur chaque revenu que j'ai eu, presque on va dire 60% de ce que je gagnais, automatiquement je réinvestissais pour améliorer mon équipement. Donc il y a ça qui rentre vraiment en jeu. Parce que le plus dur, je pense, dans ce métier, c'est d'avoir le matériel nécessaire le matériel performant vraiment pour que la qualité soit toujours au rendez-vous. Donc avec les nouvelles technologies qui arrivent chaque jour, et à chaque fois il faut changer de matériel pour avoir le meilleur. C'est la partie qui, on va dire, pour moi est le plus dur en fait, de toujours prendre des matériels de nouvelles technologies. Donc le but c'est juste d'avoir déjà dès le départ un objectif en tête. Qu'est-ce que je veux devenir plus tard? Quel est le genre de service que je veux rendre aux gens? Et de vraiment s'y attacher coûte que coûte. Parce que même en partant de rien, on peut arriver à monter ou avoir une entreprise, une structure.
Et du coup, le conseil que moi je peux donner, c'est ça, c'est de croire déjà, d'avoir un objectif, de croire en cet objectif et de toujours investir. Dès qu'il y a un revenu, investir, investir, pour que la qualité va toujours de l'avant et croisse un peu plus. Même question pour toi, Olivier. Si tu avais un dernier conseil à donner à la personne qui te regarde, parce que lui, ça fait des mois qu'il veut se lancer, mais il hésite. Si tu as un conseil à lui donner pour se lancer, ce serait lequel? Alors moi je crois fortement qu'en chacun de nous réside un artiste, quel que soit le domaine dont il s'agit. Mais si vous choisissez la photographie, ou si la photographie vous choisit, il faut savoir que le moteur de l'art, c'est vraiment la passion, c'est le cœur. Donc faites les choses avec le cœur et ne pensez pas d'abord au revenu ou la notoriété ou voilà, à l'aspect faste de la chose. Concentrez-vous sur ce que vous aimez. Commencez par de petites choses pour atteindre des sommets, c'est très important. Mais essayez de ne pas brûler les étapes, sinon vous allez forcément vous casser la figure. Et soyez concentrés, organisés. C'est comme ça que vous arriverez à vous structurer et à faire de grandes choses. Donc, merci. Merci à tous les deux d'avoir échangé avec moi durant cette période, d'avoir aussi déplacé. Donc, vous pourrez, si vous ne les connaissez pas, vous aurez les liens en description de la vidéo pour découvrir la page d'Olivier EZ Images. Je crois que tu as deux pages, la page Olivier EZ. Ça, c'est mon compte personnel. Et tu as EZ Images, sur lequel tu montes tes œuvres. Pareil pour ton André, tu as aussi une page NR Pictures. Où tu montres aussi tes œuvres et ta qualité de travail. Donc on espère que vos deux projets, les projets que vous avez annoncés, donc à la fois ton exposition sera lieu bientôt, mais on espère aussi pouvoir très prochainement avoir une base de données, de photos avec des modèles gabonais pour pouvoir communiquer avec un peu plus de diversité, qu'on ait un peu plus de diversité dans les affiches. Et je pense que ce sera aussi une fierté pour les gens de savoir que la personne qui est sur telle campagne de Toyota Gabon, la personne qui est sur telle campagne de Total, c'est un modèle local, c'est une personne lambda. Plutôt que c'est un modèle d'une photo qui était prise il y a 10 ans aux États-Unis, c'est la même personne qu'on voit partout. Donc merci encore d'avoir échangé avec nous. J'espère que vous regarderez la prochaine émission sur un secteur de l'activité pareil. On aura deux entrepreneurs qui vont venir échanger avec nous et vous allez, par votre intervention, vous allez inciter d'autres professionnels à se lancer dans la photographie avec les conseils que vous leur avez donnés. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Donc, on espère que vous avez pu apprendre énormément de choses, à la fois sur la photographie, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Ce que moi je peux retenir, c'est que l'important, c'est pas forcément d'avoir vraiment du gros matériel, c'est d'être motivé, être organisé et de penser à investir pour se renouveler. L'idée, c'est pas d'avoir un appareil sur lequel on fait toute sa carrière, mais c'est d'en avoir un qui nous permet d'en avoir un autre, puis d'en avoir un autre, et surtout, à chaque fois, c'est de continuer à se former. Il faut surtout pas hésiter à se renseigner, à faire des tutos, parce que comme on a vu avec Olivier, on a vu avec Nandri, c'est en pratiquant que vous allez progresser, découvrir de nouvelles compétences que vous aurez, et pourquoi pas vous aussi devenir le prochain Olivier de EZ Images ou le prochain Nandri de NR Pictures. Donc merci à vous de nous avoir consacré cette petite heure, et j'espère que vous serez présents lors de la prochaine émission. Donc je vous souhaite un bon week-end et bonne journée à vous.